Jiquel, Morosi, Augry, Mazur, Darvor, Pujadas, Chazal, Delahousse. Avant, l'info avait un nom. Avant l'info, un prénom. Arnaud. De retour dans Avant l'info, toujours avec notre invité Frédéric Beigbeder pour la sortie de son livre Une vie sans fin, un roman autobiographique chez Grasset. Vous, en tant qu'écrivain, vous êtes déjà un petit peu immortel puisque vous laissez une trace avec 9 romans, 15 livres, 2 films. On parlera du 3e à la fin, mais vous avez déjà laissé une trace. Est-ce que c'est pas ça le plus important ? Mais bon, je serais un peu ridicule si je répondais oui. Je me prends pas du tout pour. Je ne sais pas si ce que je fais restera ou pas. Mais effectivement, le geste d'écrire est un peu un geste mégalo de vouloir éterniser les choses. Quand on commence à noter sur un bout de papier une phrase, c'est que on espère avoir saisi son époque, saisi son temps ou entendu quelque chose qui pourrait demeurer. Donc il y a dans cette démarche quelque chose analogue à la quête de mon personnage qui veut être éternel. Mais il y a d'autres choses aussi qui nous rendent éternels, comme donner la vie. Oui. Quand on regarde un bébé, quand on voit l'émerveillement d'un enfant, je pense on touche à quelque chose d'éternel. L'amour, la littérature, beaucoup de choses sont des solutions à ce problème. Et d'ailleurs, la recherche d'immortalité passe au début à une promesse que vous faites à votre enfant Lou. Oui. Elle vous demande si vous allez mourir un jour et vous lui répondez non. Et à ce moment-là, vous lancez bien en tête pour ne pas être un menteur aux yeux de votre enfant. Oui, c'est un peu le point de départ du livre, mais c'est pas seulement moi. Elle dit, est-ce que c'est vrai que tout le monde meurt, grand-père, grand-mère, maman, toi, moi, mes copines, les animaux, les arbres, les plantes, les fleurs. Est-ce qu'on peut sauver tout le monde ? Et même si... là, pour le coup, quand un enfant vous demande ça, évidemment, il faut répondre oui, tout le monde va crever, y compris toi. Mais sauf que j'ai pas osé. Et du coup, je me suis dit que c'était le bon point de départ, que ce type qui veut s'éterniser ici et faire que sa fille ne meure jamais, il va aller voir des chercheurs. Et puis, je pense que c'est ce rêve, il fallait aussi un peu le décortiquer, quoi. C'est-à-dire mettre à l'épreuve la science actuelle qui prétend ça, mais qui n'y arrive pas vraiment et qui n'y est pas du tout, en fait. On n'y est pas du tout. Ce sont des pistes. On le voit dans le livre. Alors, moi, j'ai la gorge prise, j'ai du mal à soigner une grippe depuis 10 jours. J'imagine que l'immortalité, c'est pas pour demain encore. C'est pas pour demain. Alors, ils vous disent tout le temps 2030, 2040, 2050. Mais bon, déjà, il faudra tenir jusque-là. Et puis voilà, ça fait quand même des millénaires qu'on en rêve de ça. C'est d'ailleurs le sujet principal de la Bible. C'est le sujet principal de l'épopée de Gilgamesh en moins de 1000. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est curieux à quel point nous sommes, nous, les humains, le seul animal, finalement, qui cherche une solution à ce problème. Cette finitude, on ne la supporte pas. Alors qu'il suffirait juste de déjà vivre pleinement notre vie actuelle. Oui, bien sûr. Et c'est peut-être à ça que sert la mort. Moi, je déteste la mort, mais si elle a une utilité, c'est de nous inciter à profiter de chaque moment présent. 50 ans, c'est vraiment l'âge de la peur, comme vous l'écrivez. Moi c'est dans 10 ans, donc c'est juste pour me préparer. Honnêtement, 40 ans, j'ai pas aimé non plus. Je trouve que ce que j'aime pas, c'est les décennies. 20 ans, ça allait. 30 ans à la rigueur, mais 40 ans, j'ai pas aimé. 50 ans, j'ai détesté. Et alors, je pense même pas à la tête que je ferai le jour de mes 60 ans. Là, Dans le livre, il y a donc un voyage initiatique à Jérusalem chez ce professeur Bougami. Mais outre ça, on sent que il y a autre chose dans ce voyage. Il y a, vous parlez d'obligatoirement acheter une kippa. Déjà, est-ce que vous l'avez gardée ou pas ? Mais en fait, j'ai pris une kippa en papier. Vous savez, ils en distribuent à l'entrée du mur des lamentations. Donc j'avais ma kippa je ne sais pas si c'est du papier ou du tissu, mais en tout cas, elle s'est envolée. C'est du reconditionné. C'est recyclé, d'accord. Non, elle s'est envolée. Alors du coup, je courais pour ramasser ma kippa dans la terre, dans la poussière. Les religieux qui étaient autour de moi me regardaient un peu bizarrement. Et alors justement, donc, pendant ce voyage en Israël, vous parlez
de croyance, vous Ouais. qui ne croyez pas en Dieu, vous êtes quand même interrogé. Ouais. Dans la Torah, on dit que l'immortalité aura lieu le jour où on aura réparé la première faute. Mhm. Est-ce que vous avez ressenti certaines choses dans cette ville tellement, Ah, bien sûr. tellement forte? Bien sûr, c'est incroyable, incroyable. C'est la lumière déjà, la couleur de la pierre. euh, c'est de voir cette foule de gens qui sont de toutes les religions entremêlées, qui se croisent. Et finalement, on ne parle que de guerre dans les médias, mais je trouve qu'ils cohabitent. En tout cas, dans la vieille ville, ça cohabite bien. Je veux dire, vous croisez des orthodoxes, des Russes, des croyants, des juifs traditionalistes, des chrétiens du monde entier, des musulmans qui vont à la mosquée, mais tout ça se passe très pacifiquement. Je crois que c'est grâce au tourisme, en fait. C'est un coin, comme c'est un coin très touristique, tout le monde vend ces trucs. Il y a des vierges Marie qui clignotent, fabriquées en Chine, et puis juste à côté, vous avez des vendeurs de kippa, de foulards palestiniens. Donc, bon, je ne veux pas faire le béni oui-oui avec tout ça. C'est évidemment très douloureux et très compliqué. Mais j'ai ressenti cette espèce de fascination, le choc qu'on a en arrivant à Jérusalem, c'est ça, c'est une ville spirituelle, c'est une ville surnaturelle, et où en très peu de mètres carrés, parce que tant qu'on n'y est pas allé, on ne se rend pas compte Oui, de on pense ça. que c'est immense. On pense que c'est très grand, mais c'est tout petit, ça fait à peine la taille de plusieurs... je sais pas, Arrondissement un parisien, même pas, arrondissement, je crois, oui, peut-être c'est un ça. arrondissement de Paris, peut-être le 5e arrondissement de Paris, voilà. Et là-dedans, vous avez les 3 religions monothéistes qui cohabitent. Et ça fait quelque chose. On ne peut pas être indifférent à ça. On sait que vous vous êtes fait tard. J'imagine que vous avez quand même fait un petit crochet Par les- à Tel Aviv, par les- non? Ah oui, Quand même, parce que là, parce, écoutez, parce bien qu'on sûr. parle de quête. Ah bah oui, je sens que vous vous ennuyez quand on parle de Jérusalem. Évidemment, Pas du tout. Tel Aviv, mais bien sûr, oui, bien sûr. Ça, c'est le Los Angeles du Moyen-Orient, c'est magnifique. Bon, on va revenir rapidement sur 2 concepts du livre. C'est Huberman. Huberman, oui. Huberman. Alors, On va devenir un surhomme, c'est ça le truc? En fait, l'idée du surhomme de Nietzsche est en train d'être recyclée par les milliardaires de Californie qui veulent créer un super-héros, en fait. Eux, ils ont une culture de comics books, Superman, Spider-Man, Iron Man. On sent que des gens comme Elon Musk, comme Mark Zuckerberg ou Sergey Brin, qui est un des fondateurs de Google, ces mecs-là rêvent d'un super-héros. Ils veulent devenir des super-héros. Après tout, pourquoi pas, c'est plutôt marrant. La seule chose, c'est que moi, je préfère dire Huberman pour rappeler l'idéologie derrière, l'Ubermensch, et l'idée quand même de créer un être supérieur n'est pas un bon souvenir. Voilà, c'est même quelque chose qui peut conduire à des horreurs absolues. Parce que quand on dit Übermensch, on dit Untermensch, et à partir de là, la porte est ouverte à quelque chose d'atroce. Mais voilà. justement, est-ce que l'immortalité telle qu'on la voit aujourd'hui, on est obligé systématiquement de la ramener à cette image du Troisième Reich, des hommes extraordinaires, et on balaye tout le reste? Non, je crois pas. Je pense que la science et la médecine progressent, que ça c'est une très bonne nouvelle. Si on arrive à guérir des leucémies aujourd'hui grâce à des modifications de l'ADN, pourquoi pas, tant mieux évidemment. Donc moi je suis pour que la science avance. Mais je trouve qu'il y a dans certains discours l'idée de créer un surhomme qui est quelque chose qui a en tout cas marqué vraiment notre histoire. Alors moi, est-ce que j'ai le point Godwin? Oui, je crois que je l'ai systématiquement. Oui, vous êtes juif. Je suis pas juif, mais je pense que ça concerne toute l'humanité, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale concerne toute l'humanité. Et face à cette tragédie, on est tous les mêmes. Puisqu'on en parle, il y a une vanne en ce moment qui fait polémique de Laura Lone et qui dit dans son spectacle que le point commun entre un juif et une paire de baskets pendant les sols, c'est qu'on en trouve plus facilement en 39 qu'en 45. C'est quelque chose qui vous fait rire ou pas? Tout dépend du contexte où la vanne est prononcée, de qui la prononce. Voyez, mais oui, c'est plutôt drôle. Moi, je trouve ça drôle aussi. C'est plutôt drôle et c'est plutôt vrai. Et je pense que c'est une vérité historique épouvantable. Mais s'il y a une chose qui m'a frappé aussi en Israël, c'est l'humour juif. Et on plaisante tout le temps. On plaisante surtout. Et surtout, on plaisante sur la mort. On
plaisante tout le temps sur des choses très sombres. Et c'est ça que j'aime dans l'humour juif. C'est pour ça que je défends Woody Allen en ce moment. Je trouve que C'est pas sympa ce qui lui arrive. c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Pour le cinéma, c'est pas sympa. Cinéma, justement, 2 films. Le 3e est en préparation. C'est sur l'histoire de Richard Descoings. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ou c'est En fait, encore un peu... ça part d'un livre de Raphaël Baquet qui s'appelle Richie, Ouais. et qui parle, oui, du directeur de Sciences Po qui est mort dans des conditions d'ailleurs pas très claires à New York, ouais. à l'âge de 53 ans. En 2013. Voilà, c'est un homme qui a fait beaucoup pour l'intégration, pour ouvrir cette grande école aux jeunes des banlieues, aux jeunes défavorisés. Donc c'est un type qui a été vraiment quelqu'un de très bien, qui est, je crois, Sciences Po est d'ailleurs, je crois, la seule grande école qui aujourd'hui est aussi ouverte. Et malheureusement, voilà, c'est comme ça. Il avait une double vie. Il avait une vie très Très gay. très trash. Oui. Voilà, il prenait beaucoup de risques avec sa santé. Il prenait beaucoup de produits dangereux. Et voilà, donc je pense que j'ai une idée d'un film sur ça parce que j'ai fait Sciences Po moi aussi et ça pourrait me permettre de parler de ma jeunesse qui était également assez dissipée. Et ce serait pourquoi? Pour 2019? Oui, c'est ça. Là, on est en écriture avec mon co-scénariste, Benoît Graffin. Et on se remet au boulot la semaine prochaine. Et j'espère qu'on va déjà trouver l'argent, trouver les acteurs. Enfin, c'est un peu tôt pour parler de tout ça, mais c'est un beau sujet. C'est une manière de montrer que quelquefois, il y a des gens qui n'ont pas une vie exemplaire, mais qui peuvent faire le bien autour d'eux quand même. Merci beaucoup, Ouais, Frédéric. merci beaucoup. L'actualité, ça reste une vie sans fin, donc chez Grasset, un livre sur l'immortalité et les techniques qui peut-être un jour verront le jour. Peut-être qu'on se retrouvera dans 200 ans pour refaire une émission ensemble. Si Dieu veut et si le patron est d'accord. Merci beaucoup, Merci Frédéric. beaucoup. À très vite. À bientôt. Avant l'info avec Arnaud sur Radio Shalom.